Hop, alors attends, je reviens au début. Et voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Super. Voilà. Allez. On commence? Donc, ben, on va pas tarder, hein. On y va. Alors, ouais, ouais, c'est bon. Attends ton Euh, go. voilà. Donc, déjà, je vais dire bonjour à toutes les personnes qui sont là, qui ont pris du temps pour écouter donc, le webinaire sur le Leverage Short, donc, qui va être présenté par Léa de SGCIB. Voilà, donc comme j'ai dit, alors bien sûr, vous ne verrez pas, hein, les questions des autres participants pour les raisons de confidentialité. On ne peut pas afficher le nom et les prénoms, bien sûr, de toutes les personnes qui sont connectées. Je ferai l'intermédiaire entre vos questions et Léa, et puis je ferai aussi défiler les slides. J'essaierai d'être en concordance avec Léa. Voilà, tout simplement. Bon, Ah, alors, tu veux que je passe directement à la prochaine page? allez, c'est parti. Merci beaucoup. Allez, Non, c'est parti. n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions qui te semblent pertinentes OK, au fur et à mesure de la présentation. d'accord. Alors, merci à tous d'être parmi nous. Aujourd'hui, le programme, on va commencer par une brève introduction aux produits de bourse pour remettre un petit peu le sujet d'aujourd'hui dans un contexte plus global de notre métier d'émetteur chez Société Générale. Ensuite, on va bien sûr s'intéresser plus en détail aux produits dont le webinaire est l'objet aujourd'hui, c'est-à-dire les leverage and short. Ensuite, on fera quelques cas pratiques parce qu'on a beau dire que c'est quand même en pratiquant qu'on comprend vraiment comment fonctionnent les produits. Enfin, on fera une petite conclusion pour récapituler l'essentiel des points clés à avoir en tête. Et si on a encore un peu de temps, Christian, tu nous diras, on verra quelques règles d'or assez générales pour investir sur ces produits. Voilà. D'accord. Alors, commençons par l'introduction sur les produits de bourse. Donc, ces produits, ils ont plusieurs caractéristiques qui sont importantes d'avoir en tête. Alors, la première, c'est la simplicité. Pourquoi on dit que c'est simple? Parce que ce sont des produits qui sont listés en bourse de Paris, qui ont un code ISIN et un code mnémonique propre à chaque produit et qu'on peut échanger directement via son compte titre. Alors, on ne peut pas les mettre dans un PEA, mais via un compte titre chez n'importe quel courtier ou chez n'importe quelle banque traditionnelle, vous pouvez acheter et vendre ces produits. Vous n'avez pas besoin de faire une ouverture de compte chez Société Générale pour pouvoir traiter ces produits. Ils sont vraiment en libre accès dans n'importe quelle plateforme. Ensuite, ce sont des produits qui sont transparents. Pourquoi? Du fait d'être listés en bourse, en fait, nous, en tant qu'émetteurs de ce produit, on est obligé en permanence, les jours de bourse, de présenter un produit à la vente et à l'achat. Donc, ce qui fait que l'émetteur contribue en permanence son produit de manière totalement lisible et ouverte au public. Donc, vous n'avez pas besoin d'accès spécifique, d'accès client ou de logiciel professionnel pour suivre la valorisation en temps réel de ces produits. La liquidité, c'est le troisième élément clé et ça va de pair avec la transparence, puisque la liquidité d'un actif financier, c'est quoi? C'est la capacité qu'a son investisseur à pouvoir l'acheter et le revendre en quantité confortable très facilement. Donc avec les produits de bourse, du fait que l'émetteur est le market maker, c'est-à-dire le contributeur de son produit, nous, on propose toujours une taille très confortable à l'achat et à la vente pour que nos investisseurs puissent entrer et sortir d'un produit quand ils le souhaitent, sans avoir de problème technique pour pouvoir passer cet ordre. Donc ça, c'est vraiment la liquidité d'un produit et c'est très important quand on choisit un investissement financier. Cette liquidité, donc, c'est durant les heures de marché. Ce qui est important de savoir, c'est que les heures de marché sur la bourse de Paris pour les produits de bourse, elle est plus étendue que pour les actions françaises, puisque le marché action sur Euronext, il est ouvert de 9h à 17h30. Sur les produits de bourse, il est ouvert de 8h à 18h30. Et chez certains courtiers partenaires, dont Bourse Direct, on offre même la possibilité de trader jusqu'à 22h. Ces horaires de trading élargis, c'est fort apprécié, notamment des investisseurs qui sont sur les marchés américains, puisque ça vous permet de pouvoir couvrir plus de séances locales. Enfin, grâce aux produits de bourse, vous pouvez vous en servir comme un outil de diversification, puisque vous allez voir, on a de très nombreux produits pour répondre à différents profils d'investisseurs, mais on a aussi un très grand nombre de sous-jacents, plus de 780 en ce moment, je crois, pour être exact, qui permettent d'investir avec un produit coté en euros sur tout un tas de sous-jacents, que ce soit des actions françaises, mais des choses plus exotiques aussi, comme des actions étrangères, ou du Brent, ou des matières premières, ou des devises, des actifs qui ne sont pas forcément libellés en euros. Donc, c'est intéressant de pouvoir acheter un produit en euros sur un actif qui n'est pas libellé en euros. C'est quand même un petit peu plus simple pour les investisseurs français.
Alors, je vais te couper 2 secondes, j'ai déjà Oui, 2 questions. Est-ce que tu pourrais expliquer déjà ce qu'on entend par sous-jacent? Et oui. deuxièmement, une question de Philippe, est-ce qu'il s'agit d'OPCVM? Alors, le sous-jacent, en fait, on appelle ça sous-jacent, c'est l'actif sur lequel le produit de bourse est adossé. Un produit de bourse, c'est un produit dérivé simple dont le prix va varier en fonction notamment de la variation de son actif sous-jacent. Donc, par exemple, un turbo sur le CAC 40, le sous-jacent, c'est le CAC 40. Ça veut dire que le produit qui est un turbo va varier en fonction de la variation du CAC 40. C'est pour ça qu'on appelle ça un actif sous-jacent, parce que c'est ce qui, de manière sous-jacente, fait varier en grande partie le prix d'un produit. Alors, pour les OPCVM, non, ce ne sont pas des OPCVM, ce n'est pas du tout la même fiscalité, les mêmes enveloppes juridiques, ça n'a rien à voir. Ce sont des prospectus spécifiques aux produits de bourse. C'est bon? Donc là, je vous ai mis une petite classification pour que vous y retrouviez un peu, parce que quand on parle de produits de bourse, en fait, ça recoupe plusieurs familles. Aujourd'hui, nous, on a à peu près 12 000 produits qui sont listés en Bourse de Paris et qui sont étalés, dispatchés au sein de ces différentes familles et de ces sous-familles. Donc, pour vous donner une idée, on a les produits à effet de levier. C'est les produits qui sont les plus connus en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays en Europe. Il y a des pays où d'autres familles sont plus connues. Nous, c'est vrai que les investisseurs français vont vraiment vers les produits de bourse en premier lieu pour profiter de l'effet de levier, même si parfois il peut être défavorable à l'investisseur, mais c'est vraiment là où se concentre l'intérêt du marché français. Donc, vous allez pouvoir retrouver les varants, les turbos et les leverage and short dont nous allons parler aujourd'hui. Mais ayez quand même en tête qu'il n'y a pas que les produits à effet de levier dans la famille des produits de bourse. Vous avez aussi les produits de rendement, comme les bonus et les discounts, qui sont des produits un peu plus long terme et qui ne visent pas à amplifier une tendance directionnelle, mais plus à aller chercher des scénarios alternatifs, comme des mouvements assez faibles du sous-jacent, pour tirer profit en fait de ces scénarios un petit peu atones. Cette classification des produits de bourse, c'est important de savoir qu'elle est standard et uniforme parmi les pays européens. On a des associations notamment qui régissent nos métiers à travers l'Europe et ça favorise bien sûr la transparence et la compréhension de ces produits pour les clients particuliers européens. Alors là, je vous ai mis pour vous donner un exemple des sous-jacents qui ont été très appréciés sur le premier semestre 2021 chez nos clients, puisque vous voyez que là, 9% des échanges se sont concentrés sur Orange. Alors ça change tous les ans en matière d'actions qui sont sur le podium, on va dire, puisque c'est vraiment en fonction de l'actualité et des opportunités d'investissement que les investisseurs trouvent sur les actions. Par contre, ce qui change rarement, c'est le CAC 40, qui est toujours un des actifs les plus traités. Et vous voyez, cette année, il y a quand même beaucoup d'actions sur le podium. On retrouve aussi souvent le Brent et l'euro-dollar, mais cette année, ils ont été moins souhaités que les actions, notamment beaucoup d'actions françaises. Donc effectivement, toutes les études récentes corroborent bien le fait qu'il y a eu un afflux massif d'investisseurs et que l'actionnariat français cette année se porte bien et on en est ravis. Alors, j'ai juste une toute petite question de Philippe. Alors, je ne comprends pas bien trop bien la question. Il me parle de normes UCITS. Alors, je pense qu'il parle des unités de compte. Non, les UCITS, c'est pour les fonds plutôt, si je ne me trompe pas. Et nous, c'est pas une échelle qui fait foi dans notre, enfin pas qui fait foi, mais c'est pas une notation, une manière d'évaluer les produits qui est utilisée dans notre secteur. D'accord. Il n'y a pas de notation UCITS. D'accord. Alors, pour répondre à Olivier qui voulait savoir comment ça marche, ben justement, les slides arrivent. Comme ça, on va voir les principales caractéristiques. C'est une bonne question. Alors, les leverage and short, comment ça marche? Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que les leverage, ce sont les produits que vous allez acheter si vous êtes haussier sur un sous-jacent. Donc, on va se positionner sur ces produits quand on pense que le sous-jacent en question va monter. Alors, cette hausse, elle peut être intrajournalière. Ça veut dire que ces produits vont être tout à fait adaptés à un horizon de trading très, très court terme. Par exemple, si vous souhaitez investir sur la publication de résultats, sur une annonce, sur un discours, avec ces produits, vous pouvez vraiment les acheter, les revendre quelques minutes, quelques heures après. C'est tout à fait adapté. Quand on achète un leverage, si le sous-jacent monte, le cours du produit va monter. Par contre, si le sous-jacent baisse, le cours du produit va baisser aussi et va baisser d'autant plus avec l'effet de levier.
De l'autre côté, si jamais on est baissier sur une valeur, c'est aussi l'un des intérêts fondamentaux des produits de bourse, c'est que quand vous achetez une action, à part d'aller faire du SRD ou des choses comme ça, vous pouvez investir qu'à la hausse. Avec les produits de bourse, vous pouvez aussi facilement, avec un seul code ISIN, investir à la hausse ou investir à la baisse d'un actif. Donc, si jamais vous souhaitez investir à la baisse en ayant l'effet de levier, c'est sur un short qu'il faudra se positionner, puisque toute baisse de l'actif sous-jacent sera favorable à la valorisation, alors qu'une hausse sera défavorable à la valorisation du produit de bourse. Ensuite, les caractéristiques. Alors, la caractéristique première, qui est aussi la promesse du produit, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? Déjà, ne soyez pas surpris, parfois vous entendrez effet de levier, parfois vous entendrez élasticité. Ces termes sont les mêmes. Ça signifie, ça mesure juste l'amplification des variations du sous-jacent. Donc, par exemple, si on a un effet de levier de 5, une variation de 1% du cours du sous-jacent entraînera une variation de 5% du prix du produit à effet de levier si son effet de levier est de 5. C'est donc le coefficient multiplicateur. Plus vous choisissez un effet de levier important, plus potentiellement vous aurez des gains importants, mais aussi le corollaire, c'est que vous prenez un risque plus important, puisque l'effet de levier, si vous êtes dans le bon sens, va être favorable à l'investisseur, mais si jamais vous trompez de sens, il vous sera défavorable, puisque les pertes iront aussi plus vite. Les gains et les pertes iront à la même vitesse. Donc cet effet de levier, ce qui est important de savoir, c'est que sur les leverage and short, et ça, ce sont des produits très différents des varans et des turbos, l'effet de levier sur les leverage and short, il est fixe et quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, vous aurez le même effet de levier par rapport au cours de référence la veille. Donc vous allez amplifier tous les jours les variations du cours du sous-jacent par le même effet de levier. Alors que sur les turbos et les varans, l'effet de levier change en fonction de l'écartement du sous-jacent au prix d'exercice. Donc c'est la grande différence entre ces deux produits, entre ces trois produits. J'ai une toute petite question de la part de Philippe et une d'Anthony. Est-ce que c'est éligible au SRD? Donc, est-ce qu'il y a des produits leverage and short éligibles au SRD? Non, non. Et voilà. Et pour Anthony, comment ça se passe avec les taux de change à l'international? Alors, donc, ce qui est important de savoir, c'est que tous nos produits sont toujours libellés en euros. Donc, vous n'avez pas à avoir d'autres devises pour les acheter. Vous achèterez toujours un produit en euros. Après, il y a deux cas de figure. Si votre produit est libellé et a un sous-jacent qui est lui libellé en euros, il n'y a pas de question, tout est en euros, c'est extrêmement simple. Si par contre le sous-jacent de votre produit qui est en euros, mais le sous-jacent est en dollars, par exemple on va prendre le pétrole, vous avez deux cas de figure. Soit on a des produits qu'on appelle quanto, qui sont entre guillemets immunisés contre le risque de change. Donc ça veut dire que peu importe ce qui se passe sur le cours de l'euro-dollar, ça n'aura aucun impact sur le cours de votre produit. Et vous avez d'autres produits qui, même s'ils sont labellisés en euros, vont potentiellement avoir un impact de valorisation quand le cours de l'euro-dollar bouge. Ça, c'est ce qu'on appelle des produits non quanto. Donc, si vous êtes prêt, voire même si vous avez une anticipation sur le cours de l'euro-dollar qui peut servir votre scénario d'investissement, il vaut mieux vous diriger sur un produit non quanto. Par contre, si vous souhaitez totalement éliminer l'impact de la devise, dans ces cas-là, il vaut mieux vous positionner sur un produit qui est quanto. Dans ces cas-là, vous n'avez vraiment pas à vous préoccuper des mouvements de change d'un sous-jacent libellé dans une devise étrangère. Pour juste préciser, Léa, quand on dit quanto, ça veut dire qu'on ne subit pas la baisse de la devise étrangère, mais on ne participe pas non plus à la hausse. C'est pour ça. C'est neutralisé. Exactement. C'est pour ça que parfois, ça peut être intéressant aussi d'avoir un produit non quanto, mais c'est une conviction en plus à avoir par rapport au sous-jacent. Il faut avoir une conviction sur le sous-jacent et en plus sur l'euro-dollar. Voilà. Anthony, il a compris, c'est parfait, impeccable. Donc là, je vous ai mis un petit peu tous les sous-jacents qu'on avait pour les leverage and short. On en a plus sur la gamme en entier, mais sur les leverage and short, on propose des indices européens, américains, asiatiques. Pareil pour les actions, les trois continents. Et ensuite, on a des matières premières, donc ça va être soit de l'énergie comme du pétrole, des métaux précieux, mais aussi des denrées alimentaires. Et vous allez avoir des devises et des taux d'intérêt. Alors attention, sur les taux d'intérêt, c'est toujours adossé au futur sur le taux. Donc le futur réagit à l'inverse du taux. Si vous pensez que le taux augmente, ça veut dire que le futur sur le taux baisse. Donc attention, il y a une petite mécanique à avoir en tête sur cette catégorie d'actifs. Donc, pour résumer, si on pense qu'à l'avenir, les taux vont remonter, il faut acheter des shorts. Voilà, des shorts. Voilà, c'est ça. Exactement. OK.
Alors, les caractéristiques des leverage and short. Comment ça fonctionne? Donc, c'est important quand on achète un produit de comprendre comment il est valorisé et en fonction de quoi le cours du produit va bouger. Donc, pour les leverage and short, c'est relativement basique puisqu'en fait, c'est la variation quotidienne en pourcentage du sous-jacent. Donc, par exemple, le CAC 40, depuis le cours de référence la veille, a pris 1%. Bah, c'est 1% multiplié par le levier fixe que vous avez choisi. Donc, sur le CAC, par exemple, il y a des leverage and short qui ont des effets de levier qui vont de 2 à 15. Donc, si vous prenez un effet de levier de 10 et que le sous-jacent augmente de 1%, votre produit, si vous êtes dans le bon sens, augmentera de 10%. À ça, on retranche les frais financiers, on en parlera un petit peu plus tard, des frais financiers qui sont automatiquement déduits du cours du produit. Ce n'est pas comme des frais d'entrée, des frais de sortie, c'est différent, c'est automatiquement impacté sur le cours du produit. Donc la valorisation que vous voyez à l'écran est déjà imputée des frais financiers. Vous n'avez pas quelque chose en plus au moment où vous vendez votre position, si ce n'est les frais de courtage, bien sûr. Petite question, est-ce qu'il y a des leverage and short, par exemple sur le VIX, sur le Standard & Poor's 500 VIX ou pas? Alors, on a effectivement dans notre gamme certains produits sur le VIX et sur le VCAC. Donc ça fluctue, ça peut être que des turbos parfois, parfois il y a aussi des leverage D'accord. short. Mais Ok. effectivement, on propose Ok. certains sous-jacents. Ok. Une petite question d'Amza. Alors, du coup, quel est l'intérêt d'acheter un produit leverage par rapport au faire des SRD où déjà on peut avoir un levier? Parce que là, en fait, le levier, déjà, vous n'avez pas les mêmes frais que sur le SRD, vous n'avez pas d'appel de marge. Il me semble que sur le SRD, il y a un système d'appel de marge. On peut être en défaut de couverture à un moment donné. Voilà, là, en fait, avec les produits de bourse, c'est vraiment des produits qui sont calibrés, on va dire, pour les investisseurs particuliers. C'est-à-dire que l'émetteur, lui, sur sa couverture, prend potentiellement plus de risques que son investissement. Mais vous, en tant qu'investisseur, jamais on va venir vous dire, attention, il faut remettre au pot pour couvrir vos pertes. Si vous mettez 100, dans le pire des cas, et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite, vous perdez 100. Mais jamais on va pouvoir venir vous voir en disant, attendez, là, vous, en fait, vous avez perdu plus que 100, vous avez perdu 150. Ça, sur les produits de bourse, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Donc, Des règles c'était bien le défaut de couverture qui peut arriver au SRD quand on met tous les deux dans le même panier, Voilà. notamment 70% sur la même valeur, ça décale dans le mauvais sens. On est obligé de rectifier ce défaut de couverture. Exactement. Et il me semble aussi qu'il y a beaucoup plus de choix sur les produits de bourse en termes de sous-jacents que sur le SRD où il y a pas beaucoup sur les actions. Mais ça, Ouais, ben, le SRD, c'est aussi typiquement français. Donc après, si on veut faire du levier sur des sous-jacents étrangers, on ne peut pas faire de SRD sur du Nasdaq voilà. voilà. Et puis, si on veut profiter d'un mouvement baissier sur des valeurs, toutes les valeurs qui cotent un SRD ne sont pas éligibles en vente à découvert. Il y a simplement, on va dire, les plus grosses valeurs. D'accord? Voilà. Alors pourquoi c'est pas éligible au PEA, demande Philippe. C'est vrai. Pourquoi? Peut-être que le jour ça le Gouvernement sera. français, moi, j'ai rien contre. Hein? Non, malheureusement, ce n'est pas des valeurs qui sont éligibles au PEA. Ces produits sont quand même destinés à du court terme. Donc, je pense que Ouais. ça ne s'inscrit pas franchement dans une optique de détention de l'actionnariat français Mm. à long terme. Juste pour rappeler à Philippe, sur un PEA, on peut mettre des actions européennes et certains ETF qui sont autorisés à être dedans. C'est tout. Voilà, on peut pas, ou des fonds ou des SICAV, ce sont des marchés réglementés. Donc, on ne peut pas mettre tous les produits de bourse, notamment les varants, les turbos, les leverage, le futur, on ne peut pas non plus. Hein. Donc, voilà. Voilà. Pour en revenir à l'effet de levier sur ces produits, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que les leverage and short vont varier par rapport à une référence, un cours de référence la veille. Ce cours de référence, ce n'est pas forcément le cours que vous allez voir le plus dans la presse. Je prends un exemple avec le CAC 40. Le CAC 40, le cours qu'on retient quand on va sur n'importe quel média financier pour calculer la performance la veille, c'est le fixing à 17h35. Sur les produits de bourse, le cours de référence, ça va être le cours du CAC à 17h30. Alors parfois, ça ne fait pas une grande différence entre le fixing et la clôture, mais parfois, ça en fait un peu. Donc, il faut toujours faire attention avec ces produits, de regarder exactement quel est le cours de référence, le point par rapport auquel on va aller calculer le levier qui est fixe. Donc, le fait d'avoir un levier fixe tous les jours, c'est extrêmement commode pour pouvoir comprendre facilement la valorisation du produit d'un jour sur l'autre. Par contre, quand on regarde sur plusieurs séances boursières, il faut avoir en tête que le levier ne sera pas fixe sur plusieurs séances boursières, puisque en fait, la trajectoire de votre produit va dépendre chaque jour du cours de clôture qui servira à être le cours de référence du lendemain.
Donc, sur plusieurs jours, vous pouvez avoir un effet de levier qui est différent de l'effet de levier fixe. L'effet de levier fixe, il marche sur une séance. Et ensuite, on recommence avec une nouvelle base le lendemain. Donc ça, on a quelques exemples pour vous illustrer ça. Alors, par exemple, donc là, c'est la formule. Je vérifie avec Christian qu'on est bien. Oui, c'est bon, on est bien synchro. Donc là, c'est un exemple pour vous montrer sur 3 jours ce que je vous ai dit, ce qu'on appelle la distorsion de l'effet de levier sur plusieurs séances. Là, on a pris 3 jours. Donc, à gauche du tableau, vous avez la valeur de référence du sous-jacent. Donc, j'ai pris 100 € pour que ce soit relativement facile en termes de calcul. À côté, vous avez sa variation en pourcentage d'un jour à l'autre. Et à droite du tableau, vous avez la même chose, mais pour le cours du leverage, puisque ici, dans cet exemple, on va prendre un leverage x6 sur un sous-jacent. Donc, ça veut dire que tous les jours, le produit, il va augmenter x6 les variations du sous-jacent à la hausse. Donc là, entre le jour 1 et le jour 2, on voit que c'est pas de chance. On pensait que le marché va monter. Non, on s'est trompé, il baisse. On passe de 100 à 90, soit une baisse de 10% sur le cours du sous-jacent. Notre leverage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter cette performance négative x6. Donc, au lieu de perdre 10% sur le sous-jacent, nous, on va perdre 60%. C'est l'effet de levier qu'on a choisi. Donc, on passe de 100 pour le leverage à 40. Le lendemain, le sous-jacent prend 11,11% entre le jour 2 et le jour 3, ce qui fait qu'il revient pile à 100 €, c'est-à-dire le cours du jour 1. Pour autant, notre leverage, vous voyez, la promesse du produit est tenue, c'est-à-dire qu'on augmente x6 les variations du sous-jacent. Donc, au lieu de prendre 11%, le leverage va prendre 66,6%, mais il part d'une base qui est 40, qui n'est plus 100. Du coup, 66,66% de 40, ça fait 66,66 €. Donc, vous voyez, le sous-jacent est revenu à son cours de jour 1, mais pas le leverage qui, lui, comme il repartait d'une base de 40, ne revient pas. Alors, c'est volontairement un exemple très, très négatif que je vous ai pris, mais c'est que pour que vous compreniez bien le mécanisme, c'est-à-dire que ces produits, sur une séance, on comprend parfaitement la valorisation, c'est très, très simple. Sur plusieurs séances, attention, ça dépend vraiment de ce qui s'est passé sur chaque séance. Alors, à l'inverse, je pourrais vous prendre un scénario où le premier jour, on a une hausse incroyable et le deuxième jour, on a une petite baisse. Bah, la hausse incroyable aura fait que vous allez aller taper un niveau très haut pour le leverage et qu'ensuite, il descendra moins que le sous-jacent. Donc là, je vous ai montré la version négative. En positif, bien sûr, ça marche aussi. Mais c'est en général, on a plus de coups de fil de gens qui ne comprennent pas quand ça ne va pas que quand ça va. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister. Alors, parmi les caractéristiques des leverage and short, quand vous avez compris cet effet de levier fixe et quotidien, les distorsions potentielles sur plusieurs séances que ça peut apporter, ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est le mécanisme d'ajustement. Vous pouvez aussi trouver le nom de seuil de sécurité pour ce mécanisme. Alors, pour vous donner un exemple, si jamais vous investissez sur un produit qui a un effet de levier de 10, un leverage x 10, et que votre sous-jacent, il diminue de 10%, qu'est-ce qu'il est censé se passer? 10 x 10, ça fait 100. Vous êtes censé perdre l'intégralité de votre investissement et donc ça revient finalement un petit peu à avoir une forme de désactivation comme on a sur les turbos. Or, sur les leverage and short, la promesse du produit, c'est qu'il n'y ait pas de barrière désactivante, que cet événement brutal de désactivation ne puisse pas arriver. Du coup, pour faire en sorte que la désactivation et que la perte totale du capital ne puisse pas arriver brutalement, on a mis en place ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain pourcentage de variation du sous-jacent qui est contraire à votre sens de votre produit, donc par exemple pour un leverage, il y a une baisse trop forte ou pour un short, il y a une hausse trop forte, on va mettre en place un mécanisme d'ajustement qui va stopper la perte et repartir avec un niveau faible, résiduel, comme nouvelle séance boursière. Donc, on va simuler en fait une nouvelle séance dans la séance. Donc là, par exemple, on a pris un leverage et un short x5. Donc, vous pouvez voir le leverage d'un côté du tableau, le short de l'autre côté. Sur les x5, ce seuil d'ajustement, il est fixé à 16%. Parce que 16 x 5, ça fait 80% de perte et donc une valeur résiduelle avec laquelle on peut repartir qui peut être jusqu'à 20%. Donc, si jamais, dans le cas d'un leverage x5, le CAC 40 baisse de plus de 16%, le mécanisme va s'enclencher pour éviter que potentiellement on aille toucher les 100% de perte d'un coup.
et on va réajuster la valeur de référence de la valeur résiduelle du moment de l'ajustement. Donc là, effectivement, il y aura une perte du montant investi, mais qui est partielle et qui protège contre une valeur éventuellement négative du produit, comme ce qu'on peut trouver avec les appels de marge sur le SRD ou sur les CFD. Donc voilà, ce qui nous permet de structurer en fait un produit qui n'a pas de barrière désactivante, ni de risque de perdre plus que le montant investi. C'est comme ça qu'on y arrive. L'objectif étant toujours d'avoir un levier fixe. Mais après, pratiquement, ça se passe comment? Les cotations sont arrêtées pendant combien de temps? Alors, le temps est variable. En général, c'est entre 0 et 10 minutes. En moyenne, c'est 5. Et là, du coup, vous recalculez un Et donc nouveau. là, on calcule la valeur donc, au moment du réajustement. Donc, par exemple, si quand on a coupé à moins 16%, il reste 20% de valeur résiduelle, il faut juste laisser le temps au market maker de refaire sa couverture parce que nous, on ne joue pas contre vous, hein, on est couvert, on ne gagne pas sur les mouvements de marché. Donc, le temps que le market maker fasse sa couverture, et là, on repart avec la nouvelle valeur résiduelle. D'accord. Alors, ça tombe très bien que tu dises que vous ne gagnez pas face aux investisseurs, parce qu'il y a Alexandre qui dit, ben, quels sont les frais qui sont prélevés, entre guillemets, sur le cours? Comment ça se passe? Alors, sur ces produits, il y a ce qu'on appelle des frais de gestion, des frais individuels et des taux d'intérêt. Alors, les montants sont globalement assez faibles. Ça, vous pouvez regarder produit par produit. En fait, c'est détaillé sur les pages produits. C'est des frais qui sont des frais en fait de réplication pour nous des indices. Donc, ce que je vous ai expliqué, là, de créer le mécanisme, la couverture, tout ça, ça a des frais pour l'émetteur. Donc, ça permet d'impacter ces frais. Et les taux d'intérêt, c'est négatif dans le cas des leverages, c'est comme si on vous prêtait de l'argent, en fait, l'effet de levier. Par contre, c'est positif dans le cas des shorts, puisque c'est comme si nous, sur notre couverture, on prêtait de l'argent. Donc voilà, c'est l'effet des taux d'intérêt. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu auras le temps d'y répondre aujourd'hui, parce que je pense que la formule, elle est très longue. Mais comment est fait le calcul pour calculer la nouvelle valeur, du coup, qu'on a stoppé et qu'on a atteint ce fameux seuil de Non, mais sécurité? ça, c'est simple. Si le market maker a le temps de refaire sa couverture directement au moins 16% de l'exemple, ça veut dire que le produit, il aura perdu 16 fois 5, 80. Donc, ça veut dire que la valeur résiduelle sera 20% du prix. D'accord. Si par contre, il y a eu un énorme gap, c'est-à-dire Oui. un écart de cotation très fort et que du coup, le market maker n'a pas pu refaire sa couverture à moins 16%, mais à moins 18, bah là, ce sera moins 18, ce sera 100 moins 18 fois 5. Alors, question de Philippe, au niveau comme, bon, là c'est plus du côté market making en fait. Quand vous proposez un produit comme ça sur les actions, par exemple, est-ce que vous achetez vraiment les actions ou ça, Ah oui, ce sont des, oui, ou c'est oui, des oui. swaps? Comment ça se Non, passe? non, c'est les actions. Les actions. Voilà. OK. Bon, Ce ben qui fait voilà, qu'en Philippe. fait, si vous voulez, quand vous perdez de l'argent, nous, on n'en gagne pas sur cette perte. Quand vous perdez de l'argent, nous, on n'en perd pas parce que les mouvements de marché, pour nous, sont neutres, c'est-à-dire qu'on est toujours couvert. Donc, quand vous achetez une position longue, on va être long aussi pour pouvoir contrebalancer les choses. Donc, nous, peu importe les mouvements du marché, comment l'émetteur gagne de l'argent, c'est une bonne question. On n'est pas une association, donc oui, on gagne de l'argent. On gagne de l'argent grâce au spread, c'est-à-dire qu'on ne vous vend pas au même prix qu'on achète. C'est un petit peu comme quand vous allez vous voyager, que vous allez changer de l'argent au guichet. Bah, c'est la personne qui vous change de l'argent, elle gagne une fourchette entre l'achat et la vente. Bah, nous, c'est comme ça qu'on se rémunère. Donc nous, notre intérêt, c'est plutôt que les clients gagnent de l'argent, parce qu'en général, ils ont plus tendance à traiter beaucoup quand ils gagnent de l'argent que quand ils en perdent. Donc on n'a pas des intérêts opposés à nos clients, heureusement. Sinon, ce serait le casino. D'accord. Voilà. Alors, donc ce mécanisme d'ajustement là, vous avez un exemple un petit peu plus concret. Donc, c'est grâce à ce mécanisme d'ajustement que vous n'avez ni barrière désactivante, ni potentiellement une valeur négative à votre produit. Et en fait, quand ce mécanisme d'ajustement est enclenché, on est sur une nouvelle séance boursière dans la séance. Donc là, vous voyez par exemple, on a pris un leverage x2. Donc là, la variation, le seuil d'ajustement, il va être à 40%, donc toujours 80% globalement de perte. On fait en sorte de mettre les seuils pour qu'on n'aille pas trop près non plus des 100% de perte. Donc là, vous voyez, l'action passe de 100 à 60. Notre leverage, il passe de 100 à 20, puisqu'il multiplie par 2 la baisse du sous-jacent. Donc là, on arrive à 20. Le cours, là, ici, il est suspendu pendant 10 minutes, le temps que le market maker déboucle sa couverture et en refasse une nouvelle. Et le cours d'adaptation va être à 58
pour l'action. Là, c'est le moment où le market maker a refait sa couverture. Le cours de l'action, il est à 58 et le cours de notre leverage, il va être à 16, puisqu'entre 100 et 16, c'est la performance x 2. Voilà. Et donc, après, on va repartir avec ce 58. Et si jamais il y avait un nouvel événement qui devait se produire, alors ce serait vraiment pas de chance que 2 fois de suite on perde 40% dans la même séance, mais bon, théoriquement, ça peut toujours arriver. Le nouveau seuil d'ajustement du produit, il serait un cours du sous-jacent à 34,80. Alors, il y a une question de Johan. Est-ce qu'on peut utiliser les leverage comme ça au short pour du long terme? Alors, ce n'est pas les produits les plus adaptés à ça dépend ce qu'on appelle long terme. Si c'est quelques semaines, oui. Si c'est quelques mois, il vaudra mieux aller sur des produits de type turbo illimité parce qu'en fait, potentiellement, ça peut être du très long terme si vous avez des variations assez linéaires. C'est ce qu'on appelle, c'est à cause de la distorsion de l'effet de levier. C'est-à-dire que ce serait dommage que par quelques séances contraires en début de parcours, vous soyez entre guillemets plombé alors qu'après, ça remonte. Donc, ce n'est pas des produits qui sont faits pour détenir des mois et des mois. Il faudra plutôt aller sur des turbos illimités pour couvrir des scénarios plus long terme. D'accord. Alors, il y a Anthony qui pose une question, mais je ne vois pas trop. Est-ce qu'il est possible d'avoir la liste des actions de tout à l'heure et des heures pour le fixing, pour le calcul du cours? Alors, je ne comprends pas trop la question. Alors, en fait, je pense qu'il souhaite avoir la liste des actions sur lesquelles on propose des leverage and short. Alors ça, vous pouvez le voir sur le site internet, c'est sgbourse.fr. Je l'ai ouvert, on va voir tout à l'heure. Oui, vous allez dans la rubrique produits, leverage and short, et là, vous avez la liste de tous les produits. Et ensuite, vous avez les cours de référence qui sont pris la veille. Ça vous aide à comprendre. Et si vous regardez les conditions définitives du produit, vous pouvez voir exactement à quelle heure ça correspond. D'accord. Voilà. Donc, la dernière caractéristique des leverage and short, c'est la maturité, ou plutôt l'absence de maturité, puisque c'est des produits qui ont une échéance ouverte. Donc, c'est-à-dire que pour clôturer une position, les investisseurs doivent vendre leurs produits, sinon potentiellement elle peut courir très longtemps. Or, rappel anticipé de l'émetteur. Donc, l'émetteur, il a le droit de rappeler les produits en remboursant bien sûr ses détenteurs à la valeur de marché. Ça arrive assez rarement, mais par exemple, sur des produits qui ont perdu beaucoup de valeur, si vous avez des mécanismes d'ajustement qui se mettent en place, par exemple Solution 30 récemment qui peut vous faire activer plusieurs fois un mécanisme d'ajustement. Si vous avez un produit qui commence à coter à 3 décimales, c'est très peu aisé pour le traiter. Donc, dans ces cas-là, on va rappeler le produit et en émettre un similaire. Donc, vous pouvez toujours rouler votre position et vous serez remboursé du cours du produit. Quand vous achetez des actions, ou du moins quand le market maker achète des actions, est-ce que ça se fait dans le carnet d'ordre ou ça se fait aussi en dehors du carnet d'ordre? Alors non, pendant les horaires d'ouverture de la bourse, le market maker, il achète de manière classique. Alors, il ne passe pas par un courtier, hein, il a un accès direct au marché, mais il achète dans le marché, bien sûr. Après, comme on propose des horaires élargis, sur les heures où le marché est fermé, on peut tout à fait aller soit traiter des actions qui sont cotées sur plusieurs places financières, aller les acheter à l'étranger, ou alors on peut les traiter en OTC. Donc la grande majorité des échanges de couverture se font sur les marchés classiques, mais on a aussi d'autres solutions pour nous permettre de vous offrir une liquidité supplémentaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des valeurs ou des produits qu'on appelle bid only? Oui, alors si vous voulez bid only, ça veut juste dire qu'on rachète. Donc il y a plusieurs cas de figure qui peuvent expliquer ça. Soit, en fait, quand on émet un produit, c'est pas, parfois ça peut paraître très virtuel et abstrait, mais c'est quand même un produit. C'est-à-dire qu'on l'émet avec une certaine taille. C'est ce qu'on appelle la taille d'émission. Vous pouvez trouver dans le prospectus d'un produit. Si jamais cette taille est épuisée, c'est-à-dire que vous avez tout acheté, le produit il est en rupture de stock. Alors nous, souvent, on a la possibilité de pouvoir en réémettre tout de suite. Donc, dans ces cas-là, vous ne sentez même pas qu'il y a une rupture de stock. Mais parfois, pour des raisons juridiques, il faut changer de prospectus ou d'autres choses. Dans ces cas-là, on va préférer émettre un autre produit qui a des caractéristiques similaires et mettre le produit que vous détenez en bid only. Ça veut dire qu'on va toujours continuer à vous le racheter dans des conditions normales de marché. Par contre, si vous voulez en acheter plus, il va falloir vous reporter sur un autre code qui va proposer exactement les mêmes caractéristiques. Donc, pour vous, c'est assez neutre. Alors, une question pratique de Jean-Pierre, quand il passe un ordre sur un leverage, en moyenne, combien de temps après c'est exécuté dans le marché? Ah ben, si vous passez un ordre au marché, c'est exécuté tout de suite. Voilà. Après, si vous mettez un ordre avec des conditions de prix, il faut attendre que le prix soit tapé. Alors, il y a Hamza qui aimerait bien que tu reviennes sur l'histoire du seuil de sécurité. Elle n'a pas bien
compris l'histoire du seuil de sécurité, en fait. Alors, le seuil de sécurité, c'est ce qui va permettre de ne pas tout perdre. Si vous avez, par exemple, un effet de levier de 10 et que vous êtes dans le mauvais sens et que le sous-jacent perd 10% alors que vous étiez à la hausse, 10 fois 10, ça fait 100. Donc, ça veut dire que vous perdriez tout. Le mécanisme d'ajustement, le but, c'est de vous couper avant que vous ayez tout perdu pour pouvoir refaire avec une valeur moindre, la valeur de réajustement, comme si on était sur une nouvelle séance boursière. Donc, on repart avec une valeur plus faible, mais quand même avec une valeur. Mmh. Après, ce seuil d'ajustement, c'est vrai que c'est toujours bien de lire les exemples, d'y passer un peu de temps. Je vous conseille sur notre site internet, dans la rubrique formation, on a un guide produit qui est très bien fait sur les leverage and short et il y a beaucoup d'exemples concrets où on vous explique exactement minute par minute comment le seuil fonctionne et comment ça marche. Donc, je vous invite vraiment à regarder, c'est assez intéressant. D'accord. Alors, je pense qu'on reviendra un petit peu tout à l'heure dessus, mais est-ce qu'on peut mettre des stop-loss sur des leverage and short? Oui, tout à fait. Alors vraiment sur les produits de bourse, en fait, vous allez avoir les mêmes caractéristiques et la même variété d'ordre que ce que votre courtier vous propose sur les actions. Question de Anthony, est-ce qu'il y a des parités, comme il y a, mettons, sur les Varans ou les turbos? Oui, oui, tout à fait. Alors après, la parité, c'est pas un critère de choix pour les investisseurs. C'est juste qu'en fait, si par exemple vous avez une parité de 100, ça veut dire qu'il vous faut l'équivalent de 100 produits pour couvrir une unité de sous-jacent. La parité, l'émetteur la fixe pour que ce soit un coût unitaire qui soit faible du produit, pour que les investisseurs qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent quand même acheter et qu'il y ait un ticket d'entrée qui soit pas trop élevé. D'accord. Hamza demande où est indiqué le seuil, mais je pense que c'est indiqué Sur sur chaque la fiche produit. OK. Parce qu'en fait, ça dépend du sous-jacent et du levier. Donc, Ah oui, chaque produit a un seuil qui lui est propre. voilà. Donc, quand Une vous allez sur question notre pour le site, moment. vous choisissez par exemple un levier fois 10 sur le CAC 40, vous allez voir que le seuil, il va être à tant de pourcents. Donc, vraiment, ça dépend de chaque sous-jacent et chaque levier. D'accord. OK. Bon, voilà pour l'instant. Voilà, donc les caractéristiques pour récapituler, donc l'effet de levier, fixe et quotidien, le mécanisme d'ajustement qui vous empêche d'être dans une situation de désactivation comme sur les turbos, le cours de référence, quel est le cours de référence de mon produit, par rapport à quoi je compare la veille, une échéance ouverte, donc pas à se préoccuper d'une maturité, et les frais financiers, donc ça à aller consulter sur notre site internet, qui sont directement impactés dans le prix du produit. D'accord. Est-ce qu'il y a des. Alors, cas pratique, il y a marqué. Non, c'est bon, on peut Oui, passer dessus. Allez. alors maintenant, donc je vous ai dit, avec l'effet de levier, il peut y avoir des distorsions en fonction de l'évolution des séances. Donc là, on va prendre deux exemples. Un exemple dans le cas d'une variation linéaire du sous-jacent, donc ça veut dire que on va monter gentiment tous les jours ou on va baisser gentiment tous les jours. Donc, en violet, on a l'étape du scénario avec un leverage. Donc, le leverage, pourquoi on va choisir un leverage? Parce qu'on est haussier. On est haussier sur une action Y. On va entrer à un cours qui est de 100 euros et notre délai d'investissement, c'est 10 jours. Ensuite, une fois qu'on a notre scénario, on va choisir un produit. Là, on va en sélectionner deux. On va sélectionner un leverage x2 et un leverage x3 sur cette action Y. Donc, ça veut dire qu'on va multiplier par 2 ou par 3 les variations du sous-jacent à la hausse. Mais si jamais on n'est pas dans le bon sens, on amplifie aussi nos pertes. L'échéance du produit, elle est illimitée comme on l'a vu. Alors, là, vous avez un petit tableau. En bleu, vous avez le cours de l'action qui va donc évoluer sur 10 jours. Alors, vous voyez ce que je vous disais, ça évolue de manière linéaire, c'est-à-dire que vous avez raison sur votre scénario, ça monte, mais ça ne monte pas en faisant comme ça monte en faisant comme ça. Tous les jours, on monte un peu. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment le scénario idéal pour ces produits, puisque il ne va pas y avoir de baisse qui potentiellement peuvent vous faire repartir d'une base plus faible et vous donner du mal pour récupérer. Tous les jours, vous allez monter de manière linéaire. Donc, vous voyez que le cours, bien sûr, augmente de manière plus importante pour le leverage x3 que pour le leverage x2, puisque le levier est plus important. Là, on va prendre l'exemple d'un short, donc avec une variation qui va être toujours, elle aussi, linéaire. Donc là, toujours, on est sur l'action Y, toujours un levier de 2 ou 3. Et si on passe directement au graphique, vous voyez
que le cours de l'action Y, lui, il augmente alors que vous aviez choisi un short. Ce n'est pas une bonne nouvelle, vous êtes contraire au scénario d'investissement que vous aviez choisi. Donc là, le short va perdre moins de valeur quand l'effet de levier sera de 2 que celui de 3 qui, lui, va creuser les pertes puisqu'il ira 3 fois plus vite versus 2 fois plus vite. Donc là, c'est pareil. On est sur un scénario d'investissement contraire à ce qu'on avait anticipé, mais contraire de manière linéaire. Tous les jours, le short, l'action du short, elle va monter au lieu de baisser, mais de manière linéaire. Donc là, pareil, sur le short, x2, x3, vous remarquez qu'il y a une dégradation linéaire aussi de la performance. Voilà, et enfin, un exemple où vous avez une variation non linéaire, c'est là où la distorsion de l'effet de levier se voit le plus, puisque pareil, vous voyez, c'est un petit peu le même exemple que le premier que je vous avais pris, c'est-à-dire que au début du scénario, en jour 0 et en jour 4, on revient sur le cours de l'action au même niveau qui est 200, mais entre-temps, on est vraiment mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'on a enchaîné les séances de hausse et les séances de baisse. Donc dans le cas, vous voyez, vert d'un leverage x10, on va arriver au bout du compte à une variation de moins 24% alors que l'action est revenue à son niveau initial. Par contre, dans le cas d'un short x10, on perd 26%. Donc vous voyez qu'un scénario qui peut sembler neutre sur le sous-jacent, sur les leverage and short, du fait que tous les jours, on va prendre le cours de référence comme base, le cours de la veille, cette nouvelle base tous les jours fait que vous aboutissez à des performances très différentes que le sous-jacent fois l'effet de levier sur plusieurs jours. Le cas pratique, c'est exactement entre ce qui s'est passé sur le CAC 40 hier et aujourd'hui. Voilà. On a acheté un leverage hier matin, le CAC qui perd 2%, aujourd'hui on remonte, mais comme il y a ce fameux levier, les pourcentages, ils ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Voilà. Et donc, du coup, il faut monter un peu plus pour arriver à 0. Exactement. Voilà. Voilà. Alors, donc la conclusion. Donc, je vous ai mis ça sous forme d'avantages inconvénients. Ah ouais, alors, avantage inconvénient. Attendez, hop, hop, hop. Ah, ça, c'était la petite animation. Conclusion, les voilà. Voilà. Donc, l'avantage, bien sûr, c'est l'exposition au levier. Hein. C'est la promesse du produit. Ça vous permet d'amplifier les gains dans le meilleur des cas, les pertes dans le pire. La diversification des stratégies. Donc, vous pouvez investir à la hausse, mais aussi sur la baisse. Et surtout, vous pouvez investir sur plein de sous-jacents différents. Le scénario directionnel sur un horizon de temps qui est très court terme, mais pour autant sans échéance fixe. Donc, si jamais vous souhaitez, pour une raison X ou Y, le garder dans le temps ou faire des allers-retours en ayant toujours le même code, ce qui est assez commun, dans ces cas-là, vous avez vraiment un avantage d'avoir un code mnémonique qui reste toujours le même. Le fonctionnement et le calcul sont transparents, donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment une multiplication par rapport à un cours de la veille fois le levier. Et la cotation en continu de manière transparente vous permet de pouvoir être très serein sur vos passages d'ordre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Côté inconvénient, c'est le pendant des avantages, c'est-à-dire que le levier, quand tout va bien, c'est parfait. Quand malheureusement vous n'êtes pas dans le bon sens, ça accentue les pertes. C'est le problème principal de l'effet de levier. C'est donc un placement qui est plus risqué que d'investir sur le sous-jacent direct, puisque potentiellement vous pouvez creuser les pertes plus rapidement. Dans des conditions de marché exceptionnelles, la liquidité peut être moindre. Effectivement, si vous avez par exemple une catastrophe naturelle sur l'Asie, vous allez avoir un Nikkei qui va présenter une liquidité bien moins importante qui sera forcément reflétée sur la valorisation, enfin pas la valorisation, mais sur la capacité de l'émetteur à vous proposer des produits sur le Nikkei à ce moment-là. Le risque de crédit sur l'émetteur Société Générale, donc ça c'est pareil pour tous les produits financiers. À partir du moment où vous achetez un produit, vous portez un risque sur le nom de l'émetteur qui vous le fournit. Et une sensibilité au taux de change si jamais vous êtes sur un produit qui est non quanto. D'accord. Voilà. Alors, Simon, il dit, peut-on modifier la durée du levier? Alors, je ne comprends pas trop non plus si les scénarios ne se passent pas comme prévu. Le levier, il est fixe de toute façon. Le levier, il est fixe, vous ne pouvez pas le toucher. Et pas le toucher, c'est pas... Voilà. Vous pouvez la moduler à votre gré puisqu'il n'y a pas de maturité. Donc, vous pouvez choisir
vendre le produit rapidement ou de le garder. Voilà, donc là, j'avais mis à l'écran donc, le site sgbourse.fr. Voilà, donc on peut voir ici dans les produits, on va chercher ici, attendez, parce que là, hop, voilà. Il y a les leverage and short, le temps que ça arrive, si ça veut bien arriver. Hop, je recommence. Attendez, hop, leverage and short, c'est ça? Normalement, c'est bon, hein, c'est là. Voilà, c'est ça. Voilà, ils sont là. Donc, vous avez ici, donc, bien sûr, l'émetteur. La valeur, ça, c'est le sous-jacent. Leverage and short, donc ça, c'est des petits machins. J'avais vu tout à l'heure sur accord. Est-ce qu'on peut aller directement sur la valeur accord, par exemple? C'est par ici. Dans sous-jacent, tu peux choisir soit le type, soit Action française. l'action que tu souhaites. Voilà. Et puis, on peut aller, par exemple, sur la valeur accord. Voilà. Et donc, tout ça, alors ça, c'est. Pourtant, il faut cliquer sur rechercher. Réinitialiser la recherche. Ah non, mince. Voilà. Ah non, mince. Là, j'ai tout recommencé. Leverage and short. On a compris le principe. Action française. Et on va aller sur accord. Voilà. Et là, il faut. Voilà. Donc, ils sont là. Voilà. Donc, il y a deux leverage avec un levier 2 et un levier 5. Et il y a un short avec un levier 5. Pardon, voilà. Donc, si on veut acheter le produit, il suffit, par exemple, de cliquer dessus. Soit copier le mnémonique, soit directement appuyer sur achat et on choisit bourse directe et normalement ça ouvre la page pour acheter le leverage. Vous voyez, vous avez ici le mnémonique, c'est un certificat. Alors vous voyez, le type d'ordre, il est là, ils sont là. Donc il y a bien accord limité et il y a bien les stops pour répondre à la question de quelqu'un tout à l'heure, je ne me rappelle plus le prénom. Il y a bien les stops. Alors stop on code, c'est un peu l'équivalent de à seuil de déclenchement. Donc, dès que vous mettez, admettons, stop on code et vous mettez 63, par exemple, ça veut dire tout simplement que dès que le 63 est atteint, la limite 63 est atteinte, je pense que c'est au niveau de l'offre, dans ces cas-là, votre ordre il part au marché. Et par contre, vous pouvez mettre l'équivalent de appelage de déclenchement, ça s'appelle stop on quote limité. Et là, vous mettez le stop 63, mais admettons, vous ne voulez pas plus vendre plus bas que 62, et donc il partira à un cours limité de 62 €. Donc, vous pouvez soit acheter à cours limité, soit mettre des stops également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Ou peut-être qu'auxquelles on n'a pas peut-être eu le temps de répondre que je n'ai pas vu. Parce que la fenêtre fait 4 cm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a Anthony qui n'a pas bien compris trop la vente après un leverage. Alors, c'est peut-être le principe du short, non? Avec levier qu'il n'a pas compris, je ne sais pas. Alors, pour vendre les produits, c'est aussi simple que pour les acheter. Il suffit que ce soit de 8h à 22h chez Bourse Direct. Pour les vendre, vous pouvez les vendre à n'importe quel moment de la vie du produit. Et pour les shorts, le principe, quand on achète un short, c'est qu'on pense que le sous-jacent va baisser. Donc, ça va multiplier les performances du produit à la baisse. Mais est-ce qu'il existe même si ce n'est pas des leverages avec levier 1? Alors, non, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, les leverages avec un levier 1. C'est ce qu'on va appeler des trackers dans ces cas-là. Donc, ça va être des produits d'indexation qui vont juste répliquer le sous-jacent. Donc, on n'en fait pas trop sur les actions françaises parce qu'en général, il vaut mieux acheter l'action directement. Donc, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on peut proposer des trackers qui finalement reviennent à être un leverage x1 sur le pétrole ou sur l'or. Oui, ça existe dans notre gamme, tout à fait. Il y a Philippe, c'est un grand spécialiste de l'or, je l'ai vu hier. Et donc, il y a bien des leverage et short sur l'or ou pas à la Société Générale? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et par contre, il y a des quantos ou il y a des non-quantos ou les deux? Alors ça, il faut regarder vraiment sous-jacent par sous-jacent. Sur la fiche produit, vous avez marqué si c'est quanto ou pas. En général, on a les deux, mais parfois, on n'a pas tout. D'accord. Alors, juste pour répondre à une question de Johan, le choix du délai est-il réversible? Si on s'aperçoit que ça baisse, doit-on attendre? Non, c'est votre scénario d'investissement. Est-ce que vous préférez creuser potentiellement vos pertes ou vous donner une chance que ça aille mieux? Ça, c'est vraiment votre money management. Donc, c'est important, avant d'investir sur ces produits, d'avoir un money management clair, donc une feuille de route, de vous dire, bon, quel est mon objectif de gain?
Si j'arrive à, par exemple, 20%, je coupe ma position parce qu'il ne s'agit pas de laisser courir ces gains jusqu'à ce qu'ils se transforment en perte. Et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire quelle est ma tolérance à la perte. Par exemple, si je me dis, bon, ben moi, je suis prêt à perdre 10%, si jamais vous atteignez ces 10%, il faut savoir aussi couper ces pertes avant que ça Ouais, devienne ouais. trop important. Alors, question de Laurent, ben alors du coup, parmi tous ces produits de bourse, comment choisir entre un leverage, un varant, un turbo, quand on veut du levier? Donc, parce qu'ils font tous du levier. Alors, Oui, c'est quoi le. Voilà, est-ce qu'en deux mots, tu peux dire, voilà. alors les varants, c'est assez simple. C'est-à-dire que les varants, ils vont bouger. Le prix d'un varan va varier en fonction de l'évolution du sous-jacent, mais pas que. Ça va aussi varier en fonction du passage du temps et de la volatilité implicite. Donc, c'est un produit qui est plus complexe, plus complet et qui couvre plus d'aspects d'un scénario. Donc, si vous avez une vision sur ces trois choses, il vaut mieux aller sur un varan. Si par contre vous avez une vision que sur l'évolution du sous-jacent et que vous ne voulez pas avoir d'autres impacts, il vaut mieux éviter les varans. Les varans, c'est comme une option. Entre les turbos et les leverage and short, la différence, c'est le levier. Donc, sur les turbos, le levier va varier en fonction de l'écartement du cours du sous-jacent avec la barrière et le prix d'exercice. Donc, ça vous permet d'avoir un levier qui s'ajuste un petit peu, mais qui potentiellement peut devenir très, très élevé alors que vous l'aviez acheté quand il n'était pas très élevé. Et aussi, vous avez une barrière désactivante. Donc, ce n'est pas le même profil que les leverage and short où vous êtes assuré tous les jours d'avoir le même levier. Et en plus, vous savez qu'il n'y a pas de barrière désactivante. Voilà, cette fameuse barrière désactivante, si elle est atteinte, ben, même, admettons, il y a un trou d'air et ça remonte. Si elle a été atteinte, le produit est désactivé, pas avec le leverage. Hein. Donc, Est-ce tous que vous. ces Oui, trois produits, on les achète pour l'effet de levier. Bon, il y en a certains aussi qui les achètent pour couvrir des portefeuilles, mais c'est plus marginal. Donc, la promesse est la même, l'effet de levier, mais les caractéristiques et la manière dont ils sont valorisés sont très différentes. ouais. Alors, pour vous répondre à une question, est-ce que Bourse Direct demande un minimum de liquidité pour ce type de produit? Non, c'est du comptant, c'est du cash. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas acheter un produit au comptant si vous n'avez pas les espèces dessus. Donc, il n'y a pas un C'est minimum. vraiment comme une action. C'est comme une action. Ça se négocie comme une action. Ça s'achète, ça se vend comme une action. Il y a des stocks comme une action. Voilà. Alors, Hamza, elle me demande pourquoi ça s'appelle un certificat. Alors ça, c'est juste parce que l'enveloppe juridique du produit est la même que sur les certificats, par exemple bonus, mais ça n'a aucune espèce d'importance pour l'investisseur. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les frais de leverage sont-ils supérieurs à ceux des turbos? Alors sur les turbos, il n'y a pas de frais. Voilà. Laurent, convaincu de la réponse? Sur les Après, turbos, il n'y les a vrais, pas de frais. sincèrement, sont très faibles et surtout, c'est des produits qui sont destinés au très court terme. Hmm. Donc les frais que vous voyez, c'est des frais sur un an. Vous, en général, vous les gardez quelques jours. Donc les frais, Ouais, bon, il y en a, donc on les affiche, mais c'est pas ce qui fait la différence vraiment ni sur le succès ni sur le non-succès d'un ouais, investissement ouais. leverage and short. Ouais. Bon, par contre, il y a quand même des frais de courtage bourse direct, mais Oui, et qui sont les mêmes sur pour tous les répondre produits. à Hamza, est-ce qu'il y a des offres pour les clients bourse direct sur les produits Société Générale actuellement? Bah, normalement, bah, on peut aller voir. Je crois Théoriquement, que c'est pour finir, que ça finissait en juin, mais il y en a d'accord. souvent. Donc, OK. Donc, je ne vais pas aller vous montrer, vous irez voir. Il faut aller dans, je crois, attendez, il faut, parce qu'il y a toutes les fenêtres. Voilà, dans mes comptes et off spécial trading, vous avez donc, voilà, les offres promotionnelles en cours. Voilà. Philippe, est-ce que cela s'adresse plus à un type de marché qu'un autre? Par exemple, plus du côté des marchés des actions, marché de